Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez ancrée. La raison humaine vue comme le summum de la logique individuelle. Et si si c'était pas tout à fait ça. Si notre raison, en fait, elle n'était pas faite pour chercher la vérité tout seul, dans son coin, mais plutôt pour interagir, pour convaincre, se justifier. C'est la thèse au cœur de l'énigme de la raison de Hugo Mercier et Dan Sperber. Et on va regarder ça de plus près. On se dit souvent, voilà, la raison, c'est ce qui nous sépare des animaux, c'est notre boussole. Mais bon, soyons francs, elle a l'air de souvent dérailler, non? On voit des biais, des erreurs, parfois des justifications un peu tirées par les cheveux, quoi. Comment on explique ce fossé entre l'idéal et la réalité? C'est ça l'énigme. Exactement. Et le livre, enfin les extraits qu'on a, proposent une vision interactionniste qui change pas mal la perspective. L'idée, c'est pas que la raison sert à rien, attention, mais de piger sa vraie nature, sa vraie fonction. Et elle pourrait être très différente de ce qu'on imagine. Notre but, là, c'est de comprendre pourquoi notre raison est comme elle est. Alors, commençons par ce mystère. Pourquoi nous? Si raisonner, c'est si utile pour survivre, pourquoi une seule espèce l'a développée comme ça? La vision, par exemple, elle est apparue plusieurs fois indépendamment. Des roues, ah bon, ok, il y a des contraintes physiques, on comprend. Mais la raison, ça paraît moins compliqué à inventer pour l'évolution, non? C'est une très bonne question. Et ça montre déjà les limites de la vision classique. La pensée traditionnelle, on va dire, depuis Descartes, voyait la raison comme une faculté parfaite, universelle, notre guide infaillible vers le vrai. Sauf que ça colle pas avec les désaccords constants, les croyances irrationnelles, les erreurs qu'on fait tous. Descartes, lui, il parlait d'une mauvaise utilisation, d'une volonté qui nous trompe. Mais bon, ça résout pas le problème. Pourquoi cet outil si parfait serait si dur à bien utiliser? Et la psychologie expérimentale est venue confirmer ça, en montrant que même en labo, notre raison individuelle, elle n'est pas si logique que ça. Ces fameuses illusions cognitives. Ah oui. Prenons un exemple connu, la fallacie de conjonction de Kahneman et Tversky. Imaginez Björn Borg en finale de Wimbledon. Qu'est-ce qui semble le plus probable? Option A, Borg perd le premier set. Option B, Borg perd le premier set mais gagne le match. Ben, intuitivement, plein de gens disent B. Pourtant, logiquement, c'est impossible, vous voyez? Impossible. Pourquoi? Parce que l'événement B, perdre le set et gagner le match, est un sous-ensemble de l'événement A, perdre le set. La probabilité que deux choses arrivent ne peut jamais être plus grande que la probabilité qu'une seule d'entre elles arrive. Notre intuition nous joue des tours, même sur une règle de base, quoi. Ah oui, effectivement, c'est contre-intuitif. Et il y a aussi cette histoire de cartes là. La tâche de sélection de Watson, oui, 4 cartes. E, 4, 7. Règle, si voyelle d'un côté, alors chiffre pair de l'autre. Quelle carte retourner pour vérifier? Logiquement, il faut retourner E pour voir si le Do est pair et 7 pour voir si le Do n'est pas une voyelle. Si c'en est une, la règle est fausse. Mais la plupart des gens choisissent E et 4. Il cherche à confirmer, pas à infirmer. Exactement. Ils cherchent la confirmation. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on change le contexte, Ah oui, c'est ça, ça dépend comment c'est présenté. tout à fait. Si on transforme ça en un problème de détection de triche sociale, genre vérifier si ceux qui boivent de l'alcool ont plus de 18 ans, là les gens réussissent beaucoup mieux. Ils savent d'instinct qu'il faut vérifier ceux qui boivent, la voyelle, et ceux qui ont moins de 18 ans, le chiffre impair. Ça montre bien que notre raison, elle n'est pas purement logique, elle est hypersensible au contexte, surtout social. Donc la raison individuelle seule, elle est loin d'être infaillible. D'accord, ok. Ça bouscule pas mal l'image qu'on en a. Mais alors, si c'est pas ce raisonnement logique et conscient qui nous guide tout le temps, comment on pense au quotidien? Comment on prend nos décisions? Le mécanisme de base, bien plus vaste que le raisonnement dont on a conscience, c'est l'inférence. Notre cerveau y passe son temps à tirer des conclusions à partir d'infos incomplètes. Et souvent, c'est automatique, inconscient. Ouais. Ah non, pas du tout. Prenez la vision. L'illusion du damier d'Adelson, vous connaissez? Deux cases sur un échiquier, une semble gris foncé, l'autre gris clair. Oui, oui. En réalité, elles sont exactement de la même couleur sur l'image. Hmm. Notre cerveau infère leur couleur réelle, en tenant compte de l'ombre projetée. Il n'enregistre pas juste la lumière, il interprète le contexte. Donc même le simple fait de voir, c'est déjà une forme d'inférence. Exactement. Et la mémoire, c'est pareil. Bartlett l'a montré il y a longtemps. Se souvenir, c'est pas rejouer un film, c'est reconstruire. On peut se souvenir de détails qui n'étaient pas là, mais qui sont logiques. Genre,
Se souvenir d'avoir vu le contact du pied sur le ballon dans une vidéo où il était coupé, juste parce que la trajectoire du ballon l'implique. C'est fou. Et vous parliez des animaux aussi? Oui, la navigation animale, c'est bluffant. Les fourmis du désert, Cataglyphis, elles partent explorer, trouvent à manger. Pour rentrer direct au nid, elles combinent les infos d'une sorte de boussole interne, lumière polarisée, et d'un compteur de pas. Elles calculent un vecteur de retour. C'est une inférence complexe, mais sans raisonnement comme nous on l'entend. Et nous, les humains, avec le langage, c'est pareil. Énormément. Comprendre ce que quelqu'un veut dire et pas juste le sens littéral des mots, c'est de l'inférence constante. Si au café, quelqu'un goûte son thé et dit « c'est de l'eau », on comprend tout de suite qu'il le trouve sans goût. Oui, bien sûr. On infère l'intention derrière les mots grâce au contexte. Tout ça, ce sont des mécanismes d'inférence, souvent hyper rapides, intuitifs. On n'a même pas conscience du processus la plupart du temps. Ce qui nous amène à une idée, vraiment au cœur du livre, je crois. Le raisonnement lui-même. Ce serait pas l'inverse de l'intuition, mais une sorte d'intuition particulière. C'est exactement ça. Le raisonnement, tel qu'ils le redéfinissent, c'est une forme d'inférence intuitive très spécialisée. C'est une intuition qui porte sur quoi? Sur les raisons. Pourquoi cette conclusion est bonne? Quels arguments la soutiennent? Raisonner, ce serait ça. Produire et évaluer des raisons. Et ça s'appuie sur quoi, cette capacité à penser aux raisons? Sur une capacité humaine clé, la méta-représentation. C'est notre aptitude à avoir des pensées sur d'autres pensées. Penser à ce que l'autre pense, croire quelque chose sur une croyance. La lecture de pensée, le mind reading, c'est ça. Et ça vient très tôt. Des expériences montrent que des bébés de 13 mois peuvent comprendre qu'un personnage a une fausse croyance et anticiper ce qu'il va faire. Ils comprennent que l'autre peut se tromper, avoir une représentation fausse du monde. D'accord. Donc la raison, ce serait un peu comme un module qui utilise cette lecture de pensée pour se concentrer sur les liens entre raison et conclusion. C'est ça l'idée. Un mécanisme qui nous donne des intuitions sur la validité, la force d'une raison. Est-ce que ça tient la route comme argument? Est-ce que ça justifie bien ce qu'on dit? Alors si la raison c'est ça, et si elle sert pas d'abord à mieux penser tout seul, bah à quoi elle sert au fond, d'après cette théorie interactionniste? Alors, la théorie met en avant deux fonctions principales, et les deux sont très sociales. La première, c'est la justification. On produit des raisons pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on pense aux autres. Mais surtout pour le justifier, pour montrer que c'est logique, acceptable. C'est hyper important pour notre réputation, pour la coopération. Un exemple. Prenons un cas comme l'affaire Theodore Weifer aux USA, qui a tiré sur Renisha McBride. Les raisons qu'il a données, la peur, la légitime défense, visaient à rendre son acte justifiable, acceptable également et socialement. Ou plus banal, J1 refuse un milkshake que Rob lui offre en disant « Non merci, je suis intolérante au lactose ». La raison justifie le refus sans vexer Rob. C'est social. D'accord. La justification, je vois. Et la deuxième fonction? La deuxième, c'est l'argumentation. Produire des arguments pour convaincre les autres et évaluer les arguments des autres pour savoir si on doit y croire ou pas. On communique tout le temps, donc on est super vulnérable à la désinformation. L'argumentation, c'est notre outil pour trier est-ce que cette source est fiable, est-ce que cet argument est bon, et pour persuader les autres quand la confiance suffit pas. Pour Mercier et Sperber, voilà pourquoi la raison a évolué. Nous aider à nous justifier et à débattre dans nos groupes sociaux complexes. Ah mais oui. Et si c'est ça sa fonction, alors les fameux défauts qu'on voit tout le temps, ça pourrait s'expliquer autrement. Le biais de confirmation, par exemple. Exactement. C'est plus des bugs, mais des caractéristiques utiles pour ces fonctions sociales. Prenez le biais égocentrique, le my side bias. On cherche et on préfère les raisons qui vont dans notre sens, on ignore celles qui nous contredisent. Si votre but c'est de convaincre ou de vous justifier, c'est plutôt malin comme stratégie. Vous montez votre dossier, quoi. Comme un avocat, en fait. C'est un peu ça. Pensez à Linus Pauling, double prix Nobel, qui défendait bec et ongle la vitamine C contre le cancer, même quand les preuves cliniques disaient le contraire. Son intelligence servait à défendre sa position. D'accord. Et la paresse de la raison, on dit souvent qu'elle est paresseuse. Finalement, ça s'explique aussi dans l'interaction. Pourquoi se fatiguer à construire l'argument parfait si on peut l'ajuster pendant la discussion en répondant à l'autre? C'est une sorte de partage du boulot cognitif. Quand on débat, on compte un peu sur l'autre pour tester nos idées. C'est plus économique au début.
Comme deux ingénieurs qui débattent d'un pont, chacun défend son idée. Voilà, chacun pousse son option, critique l'autre, ensemble, ils explorent mieux que si chacun essayait seul de tout prévoir. Donc c'est bien, ils sont logiques pour persuader et se justifier, mais deviennent un problème si on cherche la vérité objectivement tout seul. C'est assez différent de l'image habituelle. Mais on n'est pas juste des avocats de notre cause, on sait voir quand les autres racontent n'importe quoi, non? On peut être critique. Oui, et c'est là qu'intervient une asymétrie hyper importante au cœur de la théorie. On est plutôt laxiste et biaisé quand on produit nos propres arguments. Par contre, on devient beaucoup plus exigeant, objectif, quand on évalue les arguments des autres. Ah On est de meilleurs juges que producteurs alors? C'est ça, en gros. Il y a une expérience géniale qui montre ça. Des gens devaient résoudre des problèmes et justifier leurs réponses. Plus tard, on leur montrait des arguments pour la réponse inverse, en disant que ça venait d'un autre participant. Sauf que, piège, certains de ces arguments étaient les leurs, un peu modifiés pour coller à l'autre conclusion. Et alors? Et là, surprise, plus de la moitié des participants rejetaient leurs propres arguments. En position d'évaluateur, ils devenaient objectifs alors qu'ils ne l'étaient pas du tout quand ils les avaient produits pour eux-mêmes. Incroyable. On est capable de démonter nos propres arguments sans en rendre compte. Et cette capacité à évaluer les arguments des autres, elle est vitale. C'est le filtre. Ça nous évite d'avaler n'importe quoi. C'est ce qui fait que l'argumentation peut marcher. On peut être convaincu par de bonnes raisons, mais on résiste aux mauvaises. Du coup, si on met tout ça ensemble, la conclusion logique, c'est que la raison, elle marche mieux quand on s'en sert à plusieurs, en discutant, en débattant. Absolument. L'argumentation en groupe, c'est souvent beaucoup plus efficace que le raisonnement solo. Pour les tâches logiques comme Watson, les études montrent que les groupes qui discutent trouvent la bonne réponse bien plus souvent que les individus isolés. Il suffit souvent qu'une personne ait la bonne idée pour qu'elle arrive à convaincre les autres par la discussion. Et ça marche aussi pour des trucs moins abstraits. Prendre des décisions. Oui, oui. La méthode Delphi, pour avoir des consensus d'experts, elle est meilleure quand il y a un échange de raisons. Les jurys, même si c'est pas parfait, ça repose sur cette idée de délibération. Pensez au film 12 hommes en colère et les expériences de démocratie délibérative, des citoyens lambda informés et qui débattent, arrivent à des opinions plus solides, plus informées. Et la science? On a l'image du génie isolé qui trouve tout. C'est un peu un mythe ça. Le progrès scientifique, c'est hyper social, hyper argumentatif. Les scientifiques, individuellement, ils ont les mêmes biais que nous tous. L'anthropologue Kevin Dunbar a observé ça dans les labos. Les chercheurs rationalisent, s'accrochent à leurs idées. Mais la force de la science, c'est ses institutions. Les séminaires, les publications évaluées par les pairs, les conférences. C'est une énorme machine à argumenter où tout est critiqué, testé. C'est ça qui fait le tri finalement. C'est ça. Pensez à la physique quantique. Heisenberg, Bohr, Pauli. Ils se sont pas trouvés tout seuls. C'était des débats intenses. Même Newton, sa physique était soumise au débat public, à la critique mathématique, contrairement à son alchimie beaucoup plus spéculative. Le contexte social et argumentatif change tout. D'accord. C'est convaincant comme idée, cette raison sociale. Mais est-ce que c'est universel? Ou c'est un truc d'occidentaux éduqués qui aiment bien débattre? Les données qu'on a suggèrent plutôt l'universalité. On a longtemps cru, avec des études comme celle de Luria en Ouzbékistan, que les gens sans éducation formelle ne savaient pas raisonner abstraitement. Genre, tous les ours du Nord sont blancs, Novaya Zemlya est au Nord, les ours là-bas sont comment? Ils refusaient de répondre parfois. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais en fait, c'était pas un manque de logique. C'était plus une norme culturelle. On ne parle avec certitude que de ce qu'on a vu. Ils refusaient le jeu de l'hypothèse pure, pas par incapacité. Et dans d'autres cultures aujourd'hui non occidentales. On retrouve des compétences argumentatives similaires. En Asie de l'Est, même s'il y a des discours sur l'harmonie, contre la confrontation directe, on parle parfois du kotodama au Japon, l'idée que les mots ont un pouvoir et qu'il faut faire attention. Dans la pratique, les gens argumentent. Les perfs en groupe sur des tâches de raisonnement sont comparables. Pour Fukushima, par exemple, l'échec à prévenir, c'est sans doute plus lié à des problèmes structurels, économiques, qu'à un tabou sur le désaccord. Donc on argumente partout, même dans les sociétés traditionnelles sans État. Oui. L'image du bon sauvage ou de la guerre de tous contre tous, c'est caricatural. Dans plein de sociétés de petite échelle, les décisions importantes passent par de longues discussions. Même chez les Yanomamo, connus pour être assez violents, les chefs doivent persuader, argumenter, ils n'ont pas de pouvoir absolu.
Et des études plus récentes, chez les Mayas, Ixil ou Guatemala par exemple, des gens pas du tout weird, vous savez, le profil occidental éduqué, standard des études de psycho, montrent qu'ils sont aussi bons, voire meilleurs parfois que des étudiants américains pour raisonner en groupe après discussion. Impressionnant. La capacité à argumenter serait donc vraiment fondamentale et universelle. Et chez les enfants, ça commence quand? Faut attendre l'école. Les enfants produisent et comprennent des raisons. Et ils ont le même biais égocentrique que nous. Un enfant peut dire « je suis grand » pour grimper seul et 2 minutes après « je suis petit » pour être porté. C'est la justification du moment. Malin. Mais ils sont aussi très tôt capables d'évaluer les arguments des autres. Ils sentent les bonnes et les mauvaises raisons. Et ils apprennent à anticiper les contre-arguments, surtout en interagissant avec les adultes qui expliquent. « Mets ton manteau parce qu'il fait froid ». Et discuter entre eux, entre enfants, ça les aide à mieux raisonner après. La discussion les force à confronter leurs idées, à justifier, à écouter les autres. Apprendre à argumenter ensemble, ça a l'air d'améliorer le raisonnement individuel. C'est une vision finalement assez optimiste sur le pouvoir de la discussion. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, la raison humaine, selon Mercier et Sperber, c'est pas l'outil logique parfait pour trouver la vérité en solo. C'est d'abord une adaptation à notre vie hyper sociale. Un outil pour se justifier et pour argumenter, évaluer ce que disent les autres et essayer de les convaincre. Ses défauts, comme le biais égocentrique ou la paresse, sont en fait logiques dans ce contexte interactif. Et c'est pour ça qu'elle est meilleure quand on l'utilise collectivement dans l'échange critique. C'est une excellente synthèse, oui. La raison comme une compétence sociale faite pour l'interaction. Et ça nous amène à une question cruciale aujourd'hui, non? Si notre raison est faite pour le dialogue, pour la confrontation constructive, pour chercher ensemble, qu'est-ce qui se passe quand nos interactions ont lieu dans des environnements qui ne favorisent pas ça du tout? Comme les réseaux sociaux, les bulles de filtre. Exactement. Les chambres d'écho où on n'entend que ce qu'on pense déjà, ou les débats où le but c'est juste de gagner, de démolir l'autre, pas de comprendre. Dans ces contextes-là, est-ce que notre tendance naturelle à argumenter ne risque pas paradoxalement de renforcer nos biais au lieu de les corriger, de nous enfermer encore plus? Comment la nature sociale de notre raison interagit avec l'architecture de nos sociétés connectées? C'est une vraie question, je crois. Une question essentielle à méditer, effectivement. Comment bien utiliser cette raison sociale dans le monde actuel? Vaste programme. Merci beaucoup pour cette plongée vraiment passionnante dans cette énigme de la raison.